Le gros reproche que vous faites aux écologistes est leur grand écart idéologique. Ils feraient semblant d'être anti-nucléaire, alors qu'en fait, ils l'accepteraient comme principale source d'énergie en remplacement du pétrole. Comment expliquer ce paradoxe? Ce paradoxe s'explique par le réalisme dont il faut bien reconnaître qu'ils font preuve, dont ils font preuve. Ce réalisme les amène à dire en coulisses que les énergies nouvelles, les énergies renouvelables, eau, soleil, vent, biomasse, agrocarburants, sont loin de pouvoir constituer un substitut significatif au pétrole, et que seule l'énergie nucléaire, tout au moins pour son application de fourniture d'électricité, est capable de constituer une partie de ce substitut. Ils ont pour cela des spécialistes éminents, comme notamment Jean-Marc Jancovici, qui, de conférence en conférence, et notamment dans les communications qu'il a fait récemment au Sénat, explique, par A plus B, qu'on n'ira pas très loin avec le solaire, qu'on n'ira pas très loin avec l'éolien, que les agrocarburants, c'est de la surface agricole en moins, que la biomasse, il n'y a pas tellement de biomasse, enfin que tout ça ajouté fait finalement quelques pourcents en plus, mais on est très loin du compte pour remplacer le pétrole, ou tout au moins pour remplacer déjà ce qu'on produit en électricité avec le pétrole, avec le charbon et le gaz. Toujours dans l'hypothèse d'une poursuite de la croissance. Oui, même dans le cas d'un maintien de la croissance. Par conséquent, qu'on soit écologiste ou pas, qu'on soit militant du parti politique écologiste ou pas, la réalité technique aujourd'hui ne propose que le nucléaire comme source importante et significative d'électricité. Donc, s'ils veulent être réalistes, et ils sont obligés de l'être, puisque maintenant ils sont au gouvernement, ils sont bien obligés d'admettre cela, en leur fort intérieur. J'ai parlé tout à l'heure de l'arrière-cour. Sur le devant de la scène, ils ont un problème, ils ont un gros problème, c'est celui de l'histoire de leur mouvement. L'histoire de leur mouvement s'est constituée sur l'opposition au nucléaire. Les marches contre Bugey, Fessenheim, Golfech. Et donc, c'est effectivement un grand écart que de passer d'un mouvement qui s'est structuré sur le refus du nucléaire à un mouvement qui admet le nucléaire parce qu'il n'y a pas d'autre solution si on veut maintenir la croissance ou maintenir le développement durable. Ce terme développement durable, bon, on pourrait aussi en parler pendant très longtemps. Admettons que ce développement durable veuille dire une croissance modérée ou tout au moins un maintien de l'état actuel, parallèlement à la déplétion pétrolière qui va arriver, personne ne le conteste. Qu'est-ce qu'on a en face? Aujourd'hui, on n'a que le nucléaire. Nous avons des projets sur l'hydrogène, sur la fusion nucléaire, sur un certain nombre de choses, mais qui ne sont absolument pas opérationnels. Le nucléaire, lui, est opérationnel. Si on met 1, 2, 3, 4, 5, 10 centrales de plus, on aura des dizaines et des centaines de kilowattheures en plus. Ça, c'est arithmétique. Donc, les écologistes sont obligés de faire avec. Et on le voit bien. On
on a aujourd'hui un terrain d'observation idéal puisqu'ils sont au gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils font rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucune action significative pour réduire le nucléaire. Nous ne voyons strictement rien. Donc, ça confirme, puisque ce livre, je l'ai écrit il y a plus de 2 ans, ça confirme que lorsqu'ils sont mis en face des réalités politiques, lorsqu'ils sont en partie au pouvoir, eh bien, leur opposition historique au nucléaire n'existe plus. On ne la voit plus. Donc, j'appelle ça un grand écart, mais d'un point de vue... alors, l'imposture, c'est quelque chose qui est beaucoup plus polémique quand on dit imposture, parce que il y a un discours qui sous-entend en permanence une opposition au nucléaire. Mais il n'est relayé par aucune mesure. Et dans l'esprit du public, un écologiste, c'est quelqu'un qui est contre le nucléaire. Et dans les faits, nous constatons qu'ils ne font rien contre le nucléaire. Donc moi j'appelle ça une imposture. Ils se sont pourtant bien emparés de l'accident de Fukushima. Alors, vous faites bien de me parler de cet accident de Fukushima, parce qu'il rentre tout à fait dans mon raisonnement qui amène les écologistes d'une position antinucléaire en 1970 à une position, je dirais, quasiment pro-nucléaire aujourd'hui. Remontons 1 an et demi en arrière, les élections présidentielles. Le groupe écologiste ELV se cherche un candidat pour les élections présidentielles. Il y a Eva Joly, il y a Nicolas Hulot. Nicolas Hulot est un écologiste pro-nucléaire. Il ne se le cachait pas. Il est conseillé en sous-main par Jean Covici et Alain Grandjean, qui sont tous les deux rédacteurs du pacte, co-rédacteurs du pacte écologiste, je ne sais pas si c'est un pacte écologique ou écologiste, je ne sais plus, de Nicolas Hulot. Et ils sont des nucléaristes confirmés. Je vais vous en donner une preuve dans quelques instants quand on aura parlé de Fukushima. Et Nicolas Hulot, 6 mois avant les élections présidentielles, est en position d'être le leader choisi par le mouvement écologiste pour représenter ce mouvement aux élections présidentielles. Arrive Fukushima. Et évidemment, le danger nucléaire, la peur du nucléaire, l'inquiétude latente que tout le monde a vis-à-vis du nucléaire arrive au grand jour, est médiatisé. Il devient donc extrêmement difficile pour Nicolas Hulot, au sein du mouvement écologiste, où on a quand même ce débat entre les anciens, les historiques, les militants historiques qui restent antinucléaires, et les nouveaux écologistes qui sont beaucoup plus nombreux et qui, eux, considèrent qu'on ne peut pas faire l'économie du nucléaire si on veut poursuivre le développement durable malgré le mix énergétique dont il parle très souvent. Donc, Hulot est battu par Fukushima. C'est Fukushima qui fait que Hulot, bien qu'in extremis, il essaye de changer son fusil d'épaule et de dire oui, effectivement, bon, je deviens un peu antinucléaire, non, finalement, oui, bon, j'étais un peu pour le nucléaire.
patauge un petit peu dans la semoule, mais c'est insuffisant, d'autant plus que Cohn-Bendit derrière, qui n'est pas de la tendance Hulot, politiquement, hein, parce que Cohn-Bendit se contrefiche de l'écologie, du nucléaire, de l'agriculture biologique, c'est pas son problème c'est la stratégie politique, et Cohn-Bendit soutient Eva Joly. Il est d'ailleurs à l'origine de la candidature d'Eva Joly, précisément pour contrer Nicolas Hulot, mais pas sur un problème de position nucléaire, sur un problème de rivalité de personnes et de lignes. Je pense personnellement que s'il n'y avait pas eu Fukushima, Hulot aurait été candidat, il aurait fait certainement un meilleur score qu'Eva Joly, et il aurait pris la place de Cohn-Bendit au niveau européen, de pape de l'écologie politique. Fukushima a été pour les écologistes ce que le Sofitel a été pour Strauss-Kahn. Oui, tout à fait. Enfin, pour la tendance Hulot, pour la tendance nucléariste Hulot. Par contre, il a sauvé Cohn-Bendit, qui est un peu un dinosaure de la politique et qui a réussi à se maintenir alors qu'il était manifestement en voie d'être totalement enterré. Il a été miraculeusement, parce que bon, personne n'aurait pu prévoir cela, bien entendu, et c'était pas non plus à prévoir ni à souhaiter. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette imposture est un petit peu masquée aujourd'hui, parce que l'événement désastreux de Fukushima a obligé les écologistes à faire ressortir un petit peu un anti-nucléarisme de façade, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a absolument rien qui n'est fait, même Fessenheim n'est pas fermé, et aucun projet n'est arrêté, n'est stoppé, on peut dire. Donc un anti-nucléarisme de façade par rapport à Fukushima, alors que en profondeur, on voit bien que la tendance Hulot est en train de revenir. Aujourd'hui, d'ailleurs, lorsque la presse interroge un leader écologiste sur l'écotaxe, sur le dernière conférence écologiste, on interroge Hulot. Qui c'est qui fait la première page de Libération, du Monde? C'est pas Duflot, qui n'a rien à dire sur l'écologie. Le ministre du Logement, c'est Hulot. Aujourd'hui, la voie de l'écologisme, le référentiel médiatique, c'est Nicolas Hulot. Bon, c'est donc la tendance Jean Covici, la tendance nucléaire. Même Yves Cochet qui ne reconnaîtra jamais, parce qu'il fait partie de la ligne historique, ne reconnaîtra jamais qu'il faut du nucléaire dans le programme écologiste, reconnaît, non pas lorsqu'il parle en tant que élevé, mais lorsqu'il est interrogé ou lorsqu'il est interviewé, qu'il participe à des forums, reconnaît que le mix renouvelable, c'est pas grand-chose. Donc c'est le nucléaire ou rien si on veut maintenir la croissance ou une stagnation durable parallèlement à la décrue du pétrole. Et cette énergie nucléaire est-elle véritablement économique et non polluante en fait? Ça, faut le demander aux écologistes. Ils n'en parlent pas, les écologistes d'énergie nucléaire. Hein. C'est une imposture en creux, un petit peu comme, tout à fait comme l'agriculture biologique. Les deux piliers, le nucléaire, ils n'en parlent pas. Hein. C'est l'imposture en creux. On ne parle pas de l'agriculture biologique, on ne parle pas du nucléaire. Bon. Donc il faut leur poser à eux la question, savoir ils ne sont jamais questionnés sur le nucléaire non plus, puisque on part du principe,
enfin je dis on, c'est-à-dire l'esprit commun, ou la presse dans son ensemble, part du principe qui sont antinucléaires. Donc on ne les interroge pas là-dessus. Ce n'est pas eux qui sont interrogés là-dessus, ce sont les gens qui sont, ce sont les gens d'Areva ou le gouvernement. Personnellement, personnellement, je suis contre le nucléaire, à la fois pour les dangers qu'il représente, et puis par rapport à la question que vous me posez, le nucléaire n'est pas aussi rentable qu'on le croit, parce que, là on rentre dans un autre débat, mais très rapidement, tout simplement parce que lorsque nous payons X euros ou X centimes d'euros les kilowattheures, nous payons aussi les kilowattheures avec nos impôts qui ont servi ou qui servent encore à la construction et à l'entretien des centrales nucléaires. Donc le kilowattheure nucléaire n'est pas payé à son prix réel par le consommateur parce qu'il est en partie, en grande partie, en large partie financé par l'impôt. Ensuite, le nucléaire est non polluant. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'énorme, hein, parce que, comme aujourd'hui, il y a un amalgame fâcheux entre pollution et réchauffement climatique. Par exemple, entre CO2 et polluant, le CO2 n'est pas un gaz polluant, le CO2 est un gaz qui est nécessaire à la vie, qui est nécessaire à la photosynthèse, et donc au développement des plantes. Et dans l'esprit commun, c'est un polluant. C'est comme l'arsenic ou le gaz sarin. Bon. Si vous respirez du CO2, vous mourrez. Bon. C'est une imposture. En tout cas, c'est un contresens. Le nucléaire, donc, ne dégage pas de CO2. Contrairement à une centrale thermique, une usine dans laquelle on fabrique de l'électricité en brûlant du pétrole, on fabrique de l'électricité en brûlant du charbon, on fabrique de l'électricité en brûlant du gaz, ça va dégager dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, notamment du CO2. Et donc on dit que c'est polluant. C'est pas polluant, ça dégage du CO2. Donc les pro-nucléaires vont vous dire, mais le nucléaire n'est pas polluant parce qu'il ne dégage pas de CO2. Non, le nucléaire ne dégage pas de CO2, il ne contribue pas au réchauffement climatique comme nous l'explique le GIEC. Si le réchauffement climatique est provoqué par le CO2, si c'est vrai que l'industrie nucléaire n'aide pas à la production de CO2, donc n'intervient pas dans le réchauffement climatique. Ça, c'est vrai. Bon. Mais par contre, l'industrie nucléaire est très polluante. Polluante au sens où elle déverse du poison pour l'homme. Et là, bon, tout le monde le sait, hein, sous forme des déchets qu'on ne sait pas encore vraiment recycler, qu'on ne sait pas enfouir, qui vont durer des milliers d'années, premièrement. Et deuxièmement, les centrales elles-mêmes qu'il va falloir démanteler. Puisqu'une centrale a une durée de vie limitée, 30 ans, on essaie de les pousser 40 ans, mais ensuite il faut les démanteler. Et le démantèlement des centrales, c'est quelque chose d'extrêmement polluant. Bon. Donc, cette chose, une centrale nucléaire, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Dès qu'il y a une fuite, c'est du poison. Bon, donc c'est une industrie qui est extrêmement polluante. C'est la plus polluante de toutes les industries que l'homme ait jamais créées. Elle est protégée. Enfin, nous sommes protégés de ces usines par toute une série de dispositifs. Enfin, on a vu que des fois, il y a quelque chose qui se passe, et puis il y a une fuite, et puis c'est la catastrophe. Donc, non,
ça n'est pas... Alors, pas rentable, je ne dirais pas que c'est pas rentable, mais non, ça n'est pas aussi bon marché qu'on le dit. L'électricité, le kilowattheure produit par une centrale nucléaire n'est pas aussi bon marché qu'on le dit, premièrement. Et deuxièmement, oui, c'est très polluant. Dans vos arguments antinucléaires, il semble que le plus important soit le risque généré par l'inéluctable plissement méditerranéen, donc la collision entre guillemets entre le continent africain et le continent européen, qui provoquerait une catastrophe majeure par la destruction des centrales nucléaires existantes et donc par des fuites de manière extrêmement importante qui pourraient mettre en péril l'humanité. Mais même en l'absence de nucléaire, cette collision ne provoquerait-elle pas de toute façon des dégâts quasi définitifs? Oui, là vous me cherchez, parce que vous prenez un paragraphe qui est très polémique et qui est un petit peu caricatural et largement excessif, pour en faire mon argumentation de base. Non, non, ça n'est pas mon argumentation de base. Hein. J'ai parlé de cette éventualité d'un énorme tremblement de terre qui broierait les centrales, en faisant référence aux propos qui étaient tenus tous les jours pendant l'accident de Fukushima par M. Francis Sorin, qui est le responsable de l'agence nucléaire française, et à qui on demandait, notamment Mme Rivasi, hein, qui est une des écologistes les plus antinucléaires qui soit, ce qui fait qu'on n'entend jamais, elle n'a pas le droit à la parole, et qui lui demandait, mais comment pouvez-vous garantir la solidité des centrales nucléaires, avec quelle marge de sécurité sont-elles construites? Et M. Sorin répondait en disant « Oh, mais écoutez, c'est extrêmement simple, on prend les relevés sismiques qu'on a depuis, enfin, le relevé sismique, on prend le plus grand tremblement de terre, on multiplie par 2 et on fait les murs avec ça, avec ces bases-là. » Bon. Alors, c'est presque risible, parce que quand on sait que la météorologie, enfin les relevés, soit de température ou sismique, cette science a 100 ans, 150 ans, on lui a quand même posé des questions au Moyen-Âge, comment vous savez, oh, ben, il y avait les écrits des moines, enfin, bon, donc on se base sur des écrits, et puis quand il n'y avait pas d'écriture, on se base sur le Nouveau Testament, enfin, bon, et puis à partir de là, le plus grand séisme, bon, c'est lequel? Et donc, j'ai extrapolé par rapport à ces raisonnements loufoques en disant oui, mais alors, d'accord, vous avez prévu le plus gros, enfin, vous êtes basé sur le plus gros séisme connu, celui que les moines du XIIIe siècle ont décrit dans leur manuscrit, mais est-ce que vous avez prévu le futur plissement qui va survenir lors de la collision du continent africain avec le continent européen? Bon, et là, c'est toutes les centrales d'Europe qui vont être broyées. Bon, est-ce que vous avez prévu ça? Est-ce que vous avez prévu des murs suffisants pour... voilà, est-ce que vous l'avez prévu? Est-ce que c'est entré? Est-ce que vous avez entré ces données dans les calculs du béton armé de vos centrales? Voilà. Bon, cet argument n'est pas un argument sérieux, mais il répond de façon non sérieuse à des réponses qui manifestement étaient risibles de la part de M. Sorin. C'est bon. L'hostilité des écologistes au nucléaire m'a toujours semblé évidente et définitive, sans ambiguïté. Et vous affirmez, je cite,
qu'ils seraient les meilleurs comploteurs en faveur du lobby capitaliste nucléaire et que leur objectif assigné est de faire évoluer positivement l'image de l'énergie nucléaire. Fermez les guillemets. C'est pour moi vraiment, passez-moi l'expression, quelque chose de difficile à avaler, voire choquant. Je me demandais de quel côté se situait l'imposture. Oui, si ce que j'affirmais était faux, ce serait effectivement moi l'imposteur. C'est le jeu de cette polémique. Quand je dis qu'ils sont des comploteurs pour le système nucléaire, qu'ils sont comploteurs pour le système nucléaire, ils sont comploteurs de fait. Je ne pense pas que j'ai dit à aucun moment qu'il y avait un service commandé. Il n'y a manifestement pas un lobby écologiste téléguidé par Areva, par exemple. Ils sont comploteurs de fait, alors comploteurs parce que c'est en coulisses que leur adhésion au nucléaire se constate, et ils adhèrent au nucléaire, mais ils ne sont pas les instigateurs. Ils adhèrent au nucléaire par pragmatisme, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire de l'électricité sans le pétrole, sans le gaz, sans le charbon. En faire à grande échelle. Donc, ils sont devenus un parti responsable, puisqu'il y a un parti de gouvernement, et de ce fait, ils ne peuvent pas se passer du nucléaire. Ils ne peuvent pas le dire non plus, mais il ne peut pas dire, attention, il ne peut pas dire nous ne pouvons pas nous passer du nucléaire. Ils ne disent rien. Donc, ça revient au même, ça n'apparaît pas aux yeux du public quand même de la même façon, ce qui fait que ça rejoint le début de votre question. Vous dites, mais j'ai toujours cru que je crois encore que les écologistes sont antinucléaires, parce que depuis 1970, vous avez vu les écologistes agir contre le nucléaire. On a aujourd'hui le seul mouvement qui s'oppose au nucléaire, c'est le mouvement qui s'appelle Sortir du nucléaire, qui est une association d'associations. C'est un mouvement qui regroupe des centaines, je crois, il doit y avoir 400 ou 500 associations qui sont adhérentes au réseau Sortir du nucléaire. Et en France, c'est le seul mouvement qui fait quelque chose contre le nucléaire, qui prend des positions, qui fait des manifestations, qui propose des motions, mais absolument pas le parti écologiste. Donc, il faut faire attention effectivement aux mots qu'on emploie. Comploteur, c'est comploteur de fait. Et ils ne sont pas zélateurs, ils ne sont pas promoteurs du nucléaire, mais ils l'admettent. Le problème, c'est justement, le problème est contenu dans la question que vous posez, c'est-à-dire que vous êtes comme la quasi-majorité des Français. Vous pensez que les écologistes sont des antinucléaires, et ils ne le sont plus, mais ils ne le disent pas. C'est là leur imposture. Ils pourraient, je suis dans l'attente d'un écologiste, enfin du mouvement écologiste qui ferait ferait acte de transparence et de franchise,
et qui déclarerait, écoutez, nous devons vous dire aujourd'hui, nous avons de grandes nouvelles à vous annoncer, nous ne pourrons pas nous passer du nucléaire. Si nous nous passons du nucléaire, nous allons entrer en décroissance de façon très très importante. Et nous sommes en devoir de vous dire ça. Pourtant, nous avons milité depuis les années 70, etc., etc., etc. Petit à petit, nous nous sommes rendus compte que... Et il faut qu'ils expliquent ça. Alors, tant qu'ils ne le feront pas, ils continueront sur cette imposture latente que je dénonce. C'est difficile pour eux parce que c'est quand même leur fonds de commerce, l'anti-nucléaire. Je le vois mal disant le nucléaire est finalement malheureusement indispensable. Donc ça serait vraiment une vraie révolution. Oh, une révolution... J'y crois guère. Je n'y crois guère. Enfin. Oui, c'est pour ça qu'ils continuent dans l'imposture. Peut-être, oui. Ils continuent dans l'imposture parce qu'ils ont un fonds de commerce électoral auquel ils tiennent. La politique est un business. La politique, de même qu'un commerçant regarde tous les soirs son chiffre d'affaires, sa recette de la journée, le dirigeant d'un parti, les dirigeants de parti regardent les adhérents, regardent les sondages, regardent le nombre de votants, et ils ont intérêt, bien entendu, à continuer à faire croire qu'ils sont contre le nucléaire, mais petit à petit, les Français deviennent aussi pro-nucléaire. Donc tout ça s'apaise petit à petit. Alors, il y a Fukushima qui a relancé, mais il n'y aurait pas eu Fukushima, aujourd'hui personne ne contesterait le nucléaire. On considère le nucléaire donc comme un mal nécessaire, alors, c'est ça? Pas moi, hein, parce que je suis foncièrement anti-nucléaire et je soutiens les gens du réseau sortir du nucléaire, mais les écologistes notamment, qui pourtant devraient être ceux qui travaillent pour faire arrêter cette industrie, ne le font pas. Et pourtant, ils ont grandi là-dessus. Ils ont poussé sur ce terreau. Donc c'est une imposture.